Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire TVA et Intrastat, comment sécuriser vos déclarations et optimiser vos échanges intracommunautaires. Je suis Alexandra Guimarès, responsable du marketing opérationnel chez Eming et je suis ravie d'animer ce webinaire avec vous aujourd'hui. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes à la fin de la session pour répondre à toutes vos questions. Naturellement, ce webinaire sera enregistré et le replay ainsi que le support de présentation seront disponibles à la fin de cette session. Je vous invite à nous poser toutes vos questions via l'onglet chat participant qui se trouve juste en haut à droite de la plateforme Webikio pendant toute la durée du webinaire. N'hésitez vraiment pas à interagir et à nous poser toutes vos questions. À présent, je suis ravie d'accueillir et de vous présenter nos deux intervenants du jour. Manuela Tessier, manager VAT Compliance. Bonjour Manuela. Bonjour à tous. Et Anaïs Détry, experte en TVA étrangère. Bonjour Anaïs. Bonjour à tous. Au programme de ce webinaire, nos experts vont vous dévoiler 3 grandes thématiques qui seront du coup les livraisons intracommunautaires, les acquisitions intracommunautaires et les régimes spécifiques. Elles vous présenteront également quelques cas pratiques qui vous aideront à mieux appréhender et comprendre ces notions. Alors, pour débuter ce webinaire, je vous propose d'ores et déjà un petit sondage. Alors, le sondage va être lancé sur votre écran. Et nous souhaitons vous poser cette question. Comment qualifieriez-vous la gestion de la TVA intracommunautaire dans votre entreprise? On vous laisse quelques secondes. Réponse 1, structurée et maîtrisée. Réponse 2, en place mais perfectible. Réponse 3, réactive sans vraie procédure. Ou réponse 4, pas encore gérée. N'hésitez pas à vous rendre juste en haut à droite ou dans la partie sondage pour y répondre. On vous laisse encore quelques secondes et nos expertes commenteront ces résultats avec vous. Très bien. On vous laisse encore quelques instants. Vous êtes déjà nombreux à avoir répondu au sondage. Une première tendance se dessine déjà, Anaïs et Manuela. Donc, on vous laissera commenter ces résultats juste après. Très bien. Encore quelques secondes et le sondage sera clôturé. Super, le sondage est maintenant terminé et les résultats vont s'afficher sur votre écran. Alors, je vous lis les résultats du sondage, Manuela et Anaïs. À 70%, ils ont répondu en place, mais perfectible. À 11%, alors il y a 2 ex-aequo, à 11% structuré et maîtrisé, et réactive et sans frais de procédure, et à 7%, pas encore géré. À présent, je vous laisse la main pour le webinaire et je vous laisse les commenter. Très bon webinaire à tous. Merci Alexandra. Donc super pour ce sondage. On voit que certaines personnes savent déjà maîtriser les livraisons intracommunautaires. Pour toutes les autres, ça va être l'occasion d'essayer de vous apprendre des choses. Et on commence tout de suite avec les objectifs du webinaire. Donc l'objectif principal, c'est de clarifier l'ensemble des règles liées aux échanges intracommunautaires à travers 3 grandes thématiques. On va d'abord revoir ensemble les notions de base, livraison, acquisition intracommunautaire, la notion de territoire concerné par ces typologies d'opérations, et aussi la méthodologie de raisonnement qui va permettre d'aboutir à la détermination d'un traitement TVA. On identifiera ensemble ensuite les obligations déclaratives, donc ce que vous devez reporter dans vos différentes déclarations locales, les preuves de transport aussi également que vous devez récolter pour pouvoir exonérer de TVA les différentes opérations. Ces notions, on va les aborder au travers de cas pratiques pour faciliter la compréhension et voir un peu de manière concrète comment les opérations intracommunautaires se déroulent. Et enfin, on verra tous les régimes particuliers qui posent régulièrement des questions. Donc les ventes en chaîne, les triangulaires, les transferts de stock et les ventes à des particuliers. Commençons tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, par les définitions des 2 notions principales qui vont nous intéresser dans le cadre de ce webinaire, les livraisons intracommunautaires et les acquisitions intracommunautaires. On se place dans ce webinaire du point de vue français, donc un établi en France qui achète ou revend ou vend des biens.
Quand on est dans le cadre d'une livraison intracommunautaire, on est du côté français et on vend un bien qui part depuis la France et qui va dans un autre État membre de l'Union européenne. Cette vente, du point de vue français, est exonérée de TVA. On reviendra là-dessus. Inversement, lorsqu'on est dans le cadre d'une acquisition intracommunautaire, du point de vue français, on achète un bien en provenance d'un autre État membre et qui arrive jusqu'en France. La TVA ici va être auto-liquidée en France. On reviendra également sur ce point. Ce sont ces deux notions clés qui vont nous intéresser dans le cadre de ce webinaire tout au long des slides qu'on va descendre ensemble. Parlons maintenant des territoires concernés. Le territoire français, intracommunautaire, le territoire tiers. Qu'entend-on par territoire français? C'est bien sûr la France métropolitaine, Monaco, la Corse, les eaux territoriales et les DOM, avec à chaque fois un peu des régimes particuliers, notamment pour les départements d'outre-mer qui vont être considérés comme faisant partie du territoire français, mais comme des territoires d'exportation pour les échanges de biens par rapport à l'Union européenne et aussi les uns par rapport aux autres. Le territoire intracommunautaire, c'est les 27 pays membres de l'Union européenne, également l'Irlande du Nord, mais seulement pour les échanges de biens, et puis tous les territoires spéciaux. On prend l'exemple des îles Canaries qui appartiennent à l'Espagne. Les territoires tiers, c'est tout le reste, donc les pays non membres de l'Union européenne, l'Irlande du Nord pour les échanges de services, puisque les échanges de biens, c'est dans le territoire intracommunautaire, et puis également ici tous les territoires spéciaux, et notamment, comme on l'a vu juste avant, les territoires d'outre-mer par rapport à l'Union européenne, qui sont considérés comme des territoires d'exportation. Donc, nous allons voir ici dans cette slide comment déterminer le traitement de TVA d'une opération intracommunautaire. La première étape consiste à localiser l'opération pour déterminer si elle est imposable ou non. Cela nécessite d'identifier précisément le lieu de départ et d'arrivée des biens, car le régime de TVA dépend notamment du flux physique des marchandises et pas uniquement du flux de facturation. Ensuite, il faut qualifier l'opération, de savoir si elle est taxable ou exonérée. Si elle est taxable, il s'agit de savoir qui doit payer cette TVA, s'il s'agit du client ou est-ce qu'il s'agit du fournisseur. Et si elle est exonérée, il est nécessaire de vérifier les conditions d'exonération et les mentions à faire figurer sur la facture ainsi que d'autres obligations éventuelles. Et enfin, selon le cas, on établira la facture hors taxe ou toute taxe comprise. On illustrera effectivement cette méthodologie dans les slides à venir par des cas pratiques et par une récapitulation de toutes ces informations. Tu es en mute, Anaïs, je pense. Voilà, ça devait arriver. Donc, s'agissant des livraisons intracommunautaires, qui est notre premier grand thème de ce webinaire, on va aborder 3 situations qui vont conduire à 3 traitements différents de la TVA, alors même qu'on pourrait se trouver dans une situation de livraison intracommunautaire. On commence avec le cas pratique numéro 1, qui est le cas standard. On a une entreprise française, on se place toujours du côté de la France dans ce webinaire, qui vend à une entreprise belge, donc établie et immatriculée en Belgique, et le flux de marchandises part de la France pour aller jusqu'en Belgique. On va utiliser la méthodologie que Manuela vous a présentée pour la résolution de ce cas pratique. Quel est le lieu de taxation? C'est le lieu d'arrivée des biens en Belgique. Donc, la TVA sera auto-liquidée par le client directement en Belgique. Sur le mécanisme d'autoliquidation, on reviendra dessus dans la partie acquisition intracommunautaire. Pour la France, donc pour le fournisseur français, l'opération est exonérée de TVA au sens de l'article 262 ter du CGI. C'est-à-dire que le fournisseur français va établir une facture hors taxe à son client. Et ce sera le client qui autoliquidera la TVA. Il faut apposer une mention, il y a d'autres obligations déclaratives, là aussi dessus on y reviendra, mais s'agissant du cas présent, vraiment sur le concret, la vente est exonérée de TVA par principe. Ce cas est le cas standard, c'est le cas vraiment où on a
un flux de facturation et un flux de marchandises, et tous les deux concordent. Donc, pas de difficulté normalement. Deuxième cas pratique. Cette fois-ci, on garde les mêmes acteurs. Donc, on a un fournisseur français qui vend à une entreprise établie et immatriculée en Belgique, mais cette fois-ci, le bien est livré en France. Selon la méthodologie de résolution du cas pratique, on va déterminer le lieu de taxation en France, puisque le bien ne sort pas de la France. Il n'y a pas de livraison intracommunautaire. Est-ce que l'opération est taxable et exonérée? Elle est taxable en France, c'est-à-dire que le redevable de la TVA va être le fournisseur en France qui va collecter la TVA sur cette opération, puis la reverser au Trésor. Il établit donc une facture, toute taxe comprise, avec de la TVA locale appliquée. Ce cas illustre le fait que, alors même qu'on a un flux de facturation qui implique un fournisseur français et un client belge, c'est vraiment le flux physique, donc l'absence de sortie de marchandises du bien, qui va déterminer le traitement TVA. Petit point particulier, pour le fournisseur belge qui, lui, a acheté un bien avec de la TVA locale, comment va-t-il pouvoir récupérer cette TVA qui est déductible pour lui? Soit il est immatriculé par ailleurs en France et donc il fournit son numéro d'identification à la TVA en France et il peut récupérer la TVA sur cet achat directement sur sa déclaration CA3 locale. S'il n'est pas immatriculé, il a à sa disposition une procédure de remboursement de TVA qu'on appelle procédure sous 8e directive. C'est pas l'objet du webinaire, mais sachez que ça existe. Dans le cas pratique numéro 3, encore une situation différente. Cette fois-ci, on a un fournisseur, toujours français, qui vend à un client en France également, mais cette fois-ci, le bien part de la France pour aller en Belgique. Donc, si on suit le flux physique, normalement, cette livraison est une livraison intracommunautaire de biens, taxable en Belgique, pays d'arrivée des biens, avec autoliquidation de la TVA par le preneur directement en Belgique. Néanmoins, là, au-delà du flux physique, on va s'intéresser aux conditions d'exonération. Est-ce que le client en France, donc le client établi en France et immatriculé en France, est par ailleurs immatriculé en Belgique, auquel cas il s'agit d'une vraie livraison intracommunautaire qui sera autoliquidée en Belgique par le client immatriculé par ailleurs en Belgique. S'il n'a pas de numéro d'identification à la TVA en Belgique, cette fois-ci, il va devoir, l'opération sera taxée en France, puisque les conditions d'exonération à la TVA ne sont pas remplies. Donc, dans ce cas pratique, on voit bien que, au-delà même du flux physique qui a tendance à primer dans la résolution des cas pratiques, il faut néanmoins pouvoir remplir toutes les conditions d'exonération à la TVA. Et donc, ça nous fait le lien avec la prochaine slide sur les conditions d'exonération à la TVA. Vous les voyez à l'écran. Donc, bien entendu, la première, pour qu'il y ait livraison intracommunautaire exonérée de TVA, il faut que les biens soient livrés, on se place en France, depuis la France jusqu'à un autre État membre. Donc, il faut une sortie de territoire. Il faut que les biens soient transportés soit par le vendeur, l'acquéreur ou pour leur compte. Ça, il n'y a pas de difficulté, peu importe qui réalise le transport, même si ça peut avoir des conséquences sur la suite de la résolution du traitement TVA. Il faut que le fournisseur dispose du numéro TVA communiqué par le client, un numéro TVA hors de France, bien entendu. En plus de disposer de ce numéro de TVA, il faut vérifier la validité du numéro directement sur le site officiel de vérification des numéros de TVA intracommunautaires, qui est le site VIES. On a également une obligation déclarative, ce qui est de reporter l'opération sur l'état récapitulatif. Manuela va vous en parler juste après la présentation de cette slide. Et puis, condition fondamentale, on va dire, il faut que le fournisseur qui souhaite exonérer de TVA sa livraison intracommunautaire dispose de preuves de transport hors de France. Et pour ceci, la réglementation intracommunautaire et locale également prévoit que le fournisseur doit disposer de 2 preuves distinctes de transport qui émanent de 2 parties différentes et qui sont indépendantes l'une de l'autre.
Alors, dans la réglementation, on a une liste de documents qui sont acceptés comme preuve de transport. C'est par exemple un document de transport, CMR, une facture de transporteur, et puis on a aussi des preuves additionnelles, par exemple un contrat d'assurance avec le transporteur. Petite précision, si le transport est effectué par l'acquéreur et non par le vendeur doit en plus disposer d'une déclaration écrite de l'acheteur qui précise qu'il a bien reçu les biens. Cette déclaration doit comporter un certain nombre d'informations, notamment la qualité des biens, leur quantité, la date de réception, son identité et son immatriculation dans le pays d'arrivée des biens. Voilà, merci Anaïs. Donc pour clore le sujet, en tout cas la thématique sur les livraisons intracommunautaires, je voudrais focuser un petit peu sur les informations primordiales que vous devez savoir concernant une communautaire et surtout les obligations déclaratives. Donc la première chose, c'est toute mention sur facture, ce que vous devez impérativement avoir sur votre facture de livraison intracommunautaire pour qu'elle soit conforme aux attentes des réglementations administratives. Les numéros de TVA intracommunautaire du fournisseur et de l'acheteur, ce sont vraiment deux conditions sine qua non pour pouvoir exonérer votre livraison intracommunautaire. Une mention claire d'articles d'exonération, donc soit d'un point de vue français, vous passez, et dans ces cas-là, c'est l'article local qui est indiqué, l'article 262 ter I du CGI, ou alors vous pouvez laisser également l'article 138 de la directive TVA. Sur votre facture, elle doit être exonérée de TVA, donc vous la mentionnez hors taxe, et bien évidemment, toute autre mention obligatoire sur facture, les classiques, le numéro de TVA, le numéro de facture, la date de facture, le descriptif de la quantité du bien délivré, pour qu'elle soit vraiment conforme. Deuxième point, d'un point de vue déclaratif, les livraisons intracommunautaires sur vos déclarations de TVA françaises, ou CA3, si vous êtes plus au fait de cette terminologie, elles doivent être déclarées en case F2 sur votre déclaration de TVA française. Et la troisième obligation que vous devez faire quand vous êtes en situation de livraison intracommunautaire, c'est en termes génériques, c'est soumettre une déclaration intrastat. D'un point de vue terminologie français, c'est le MEBI plus l'état récapitulatif. En quoi consistent ces déclarations? C'est vous devez vous connecter sur le site de ProDouane. Normalement, vous avez tous vos identifiants pour pouvoir le faire. Ces déclarations doivent être soumises le 10e jour ouvré qui suit la période de référence de la livraison soumise. Première chose, l'état récapitulatif intègre dedans tous les montants de vos livraisons intracommunautaires et surtout le numéro de TVA de vos acheteurs, qui est afin de mentionner en fait que les biens quittent bien le territoire français pour aller dans l'Union européenne. Et la troisième obligation, c'est évidemment les MEBI ou déclaration intrastat d'un point de vue générique, pour lesquelles vous devez déclarer toutes les autres conditions, c'est-à-dire le code de nomenclature de votre produit vendu, le pays de destination, le pays d'origine. Également, il doit être mentionné quelle est la nature de la transaction. Vous réalisez une livraison sur transfert, un transfert de stock. Voilà, vous devez vraiment qualifier votre vente en départ de la France. Et bien évidemment, encore une fois, réindiquer le numéro de TVA intracommunautaire de votre client. Nous allons maintenant aborder le cas, l'effet miroir en fait de cette livraison intracommunautaire, c'est les acquisitions intracommunautaires. Donc, dans le cas pratique, nous avons une société française qui achète un bien à une entreprise italienne qui est elle établie et immatriculée en Italie. Et le bien fait typiquement, c'est un cas standard, Italie-France. Moi, étant français, comment est-ce que je vais qualifier cette acquisition? Donc, si on se rappelle de ce qu'on a dit au niveau du traitement de la TVA, on doit d'abord qualifier si mon lieu de taxation, pour le cas pratique présenté ici, ça reste la France, bien évidemment. Donc, du coup, est-ce que mon acquisition est taxable ou pas? Oui, elle est taxable en France, puisque le bien reste sur le territoire français. Et qui est redevable de cette taxe? C'est l'acheteur français,
puisque le bien, encore une fois, reste sur le territoire français, selon l'article 138 de la directive. Donc, nous reviendrons après par la suite comment déterminer l'autoliquidation et comment poursuivre une autoliquidation sur cette acquisition. En deuxième cas présenté ici, encore une fois, c'est une société française qui est établie et immatriculée en France, qui achète un bien à une entreprise italienne établie et immatriculée. Pour le coup, le bien reste en France. Par contre, ça reste un bien localisé en France. Du coup, encore une fois, comment devons-nous traiter ce cas? Encore une fois, revoir le lieu de taxation, ça reste la France. Est-ce que mon opération est taxable ou pas taxable? Oui, elle est taxable. Mais à contrario du cas numéro 1, cette taxation est domestique puisque le bien ne quitte pas le territoire français. Et donc, qui est redevable de cette TVA? C'est le client français, puisque le fournisseur étant juste un fournisseur italien d'une société étrangère. Du coup, c'est la loi locale qui prévaut et donc on peut appliquer l'inversion du redevable. Nous sommes dans ce cas pratique, du coup, pas en face d'une acquisition intracommunautaire pure, mais bien d'un achat local. Donc, vous voyez, en fait, même si le bien reste localisé en France, on a des applications locales qu'on doit également prévoir. Dans ce dernier cas présenté au niveau des acquisitions intracommunautaires, la même chose, vous avez une société française qui achète un bien auprès d'une autre société française. Pour le coup, on pourrait dire encore une fois que c'est un achat local en France, mais là, la différence, c'est que le bien est délivré depuis l'Italie vers la France. Le fournisseur est bien une société française, mais le bien part de l'Italie. Donc là, nous sommes également en cas d'une acquisition intracommunautaire et plus en cas d'une transaction domestique, bien que les deux sociétés soient des sociétés locales. Donc, encore une fois, ça étaye un peu ce que disait Anaïs au tout début, c'est qu'indépendamment que vous soyez en livraison intracommunautaire ou en acquisition intracommunautaire, ce qui prévaut, c'est le flux physique de biens et pas forcément le flux de facturation. Vous devez vraiment suivre ce traitement pour pouvoir appliquer en tout cas le bon traitement de TVA sur vos activités. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'acquisition intracommunautaire, lorsqu'une entreprise française achète des biens dans l'Union européenne, vous devez effectivement auto-liquider cette TVA. Donc, comment ça se passe du coup? Le fournisseur européen, lui, il facture hors taxe sa facture, sans problème, et c'est à l'entreprise française qui devient à la fois recevable et déductrice de cette TVA de l'indiquer sur ses déclarations de TVA. Vous la déclarez dans vos CA3 directement, vous indiquez la TVA qui est due sur cette acquisition et vous la déduisez en même temps, aussi bien en vente et en achat. Du coup, ça vous fait un impact neutre au niveau de la trésorerie. Par contre, je tiens à préciser que l'autoliquidation est vraiment une obligation et que c'est quelque chose que les administrations, et notamment l'administration française, identifient et est très sensible à ça, car si vous n'autoliquidez pas cette TVA sur vos déclarations de TVA, vous êtes bien sujet, vous pouvez être en tout cas sujet à des pénalités. Et le montant n'est pas négligeable en fonction de vos montants des acquisitions, c'est 5% de la TVA déductible. Donc vous avez une double peine, soit effectivement vous avez des pénalités parce que vous n'avez pas auto-liquidé, mais en plus de ça, vous avez une pénalité que vous ne pouvez pas déduire. Donc il est vraiment très important en fait d'auto-liquider cette TVA sur vos déclarations de TVA. Donc, comme pour les livraisons, un focus sur récapitulatif de ce qu'on doit retenir, c'est les mentions sur facture, encore une fois. Les numéros de TVA du vendeur et de l'acheteur doivent être mentionnés sur les factures. L'article d'exonération, l'article 138 de la directive ou l'article local que vous voulez renseigner. Le montant hors taxe et les mentions obligatoires sur facture, classique. Au niveau de vos déclarations de TVA, au niveau des acquisitions, vous devez les déclarer dans la ligne prédisposée aux achats intracommunautaires, c'est la ligne B2 de votre CA3 pour information, et vous devez déduire dans la case 20 de votre déclaration de TVA, ce qui viendra effectivement donner un impact neutre sur votre déclaration de TVA. Et la troisième obligation, c'est au niveau des intrastats de MEBI,
À contrario de la livraison intracommunautaire, au niveau des acquisitions intracommunautaires, vous n'avez que le MEBI à déclarer. Bien évidemment, si vous avez dépassé le seuil des intrastats, et donc chaque pays est différent, bien évidemment, mais en France, par exemple, si vous avez dépassé le seuil des 464 000 €, vous êtes soumis à une demande de déclaration de intrastat. La même chose, comment remplir votre MEBI? Vous vous connectez sur votre site ProDouane. Le délai pour déposer votre déclaration est toujours dû le 10e jour ouvré, qui suit la période de référence. Et vous devez indiquer dans votre déclaration les mêmes informations, c'est-à-dire le poids, la quantité, le code de nomenclature, la nature, encore une fois, de la transaction que vous avez réalisée. Et voilà. Donc voilà, ce point vient finaliser en fait l'illustration de la partie transaction intracommunautaire. Et là, je vais laisser la main et la parole surtout à Anaïs pour parler des régimes particuliers. Alors, juste avant de lancer la partie sur les régimes particuliers, voici notre second sondage qui s'affiche du coup à votre écran. Donc, je vous le rappelle, vous pourrez trouver le sondage juste en haut à droite de la plateforme. Donc, les votes sont désormais ouverts. Donc, je vous lis cette question. Avez-vous déjà été confronté à un cas de régime particulier, triangulaire, call of stock, OSS ou B2C? Voilà, on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Je vous lis les différents éléments de réponse. Alors, première possibilité, oui régulièrement, oui ponctuellement, non jamais et je ne suis pas sûre. Voilà, on vous laisse quelques instants encore pour y répondre. Et à la suite de ça, Manuela et Anaïs commenteront ces résultats. Très bien, d'accord. Ça se joue entre deux éléments de réponse. On verra qui remportera. Très bien, on vous laisse encore quelques instants. Pareil, encore une fois, on a deux ex-aequo. Super. Le sondage est maintenant terminé et les résultats s'affichent sur votre écran. Alors, je vous lis les pourcentages, Anaïs et Emmanuela. Alors, à 37%, ils ont répondu oui ponctuellement. À 26%, oui régulièrement. Et à 19%, encore une fois, on a deux ex-aequo, non jamais et je ne suis pas sûre. Très bien. C'est vrai que c'est des situations qu'on rencontre, nous, en tant que professionnels de la TVA, assez régulièrement et ça se confirme également vous concernant. Et pour les réponses, je ne suis pas sûre, ça va être l'occasion de clarifier si vous êtes confrontés à ces situations. Alors, premier régime particulier qu'on rencontre assez régulièrement dans le cadre des échanges intracommunautaires, c'est ce qu'on appelle les ventes en chaîne. Donc, c'est la situation où on a deux ventes successives avec au milieu un acheteur-revendeur, mais une seule livraison de biens. Par exemple, c'est un fournisseur belge qui va vendre ses biens à un acheteur-revendeur français. C'est sur celui-ci qu'on va se concentrer étant donné qu'on se place du point de vue de la France. Et cet acheteur-revendeur français revend les biens à un client en France, client final en France, et les biens partent directement de la Belgique pour aller jusqu'en France. On a un grand principe en droit intracommunautaire de la TVA qui est que lorsqu'il y a deux ventes successives, donc deux flux de facturation, mais un seul flux de marchandises avec un transport hors du pays de départ des biens, on ne peut affecter la livraison intracommunautaire exonérée de TVA, donc l'exonération de TVA, qu'à une seule des deux ventes, mais pas aux deux. Il va donc falloir faire un choix. Ceci est issu de la jurisprudence EMAG de la CJUE. Donc, il faut faire un choix entre la première vente, entre le fournisseur et l'acheteur-revendeur, et la deuxième vente entre l'acheteur-revendeur et le client final. La deuxième vente, donc que ce soit entre le pays de départ et l'acheteur-revendeur ou entre l'acheteur-revendeur et le pays d'arrivée des biens, va être considérée comme une opération locale, taxable localement à la TVA, en fonction des règles locales applicables. Pour pouvoir déterminer affecter en fait le transport à une des deux ventes, on va se baser sur des éléments de fait. Notamment, dans le cadre du régime intracommunautaire, on a une
un principe qui est issu des quick fixes, début des années 2020, qui dit que à partir du moment où l'acheteur-revendeur, dans ses ventes en chaîne, ne communique pas au fournisseur belge son numéro intracommunautaire de TVA dans le pays de départ des biens, donc ici en Belgique, donc qu'il ne prouve pas qu'il est maître, qu'il est en Belgique, on va affecter automatiquement le transport de biens à cette première vente avec le fournisseur belge. Donc, dans l'exemple que vous voyez à l'écran, en fait, on va considérer que la première vente entre le fournisseur belge et l'acheteur-revendeur en France est une livraison intracommunautaire exonérée de TVA. Et donc, la deuxième vente entre l'acheteur-revendeur français et le client final en France sera taxable localement en France. Dans le cadre des ventes en chaîne, ce qu'il faut vraiment comprendre et retenir, c'est que on a plusieurs flux de facturation, mais un seul flux de transport de marchandises en dehors du pays de départ des biens. On ne peut affecter une exonération de TVA qu'à une seule des deux ventes. On a une autre situation de vente en chaîne, mais cette fois-ci un petit peu particulière et qui donne lieu à une simplification, cette fois-ci qui implique 3 États membres différents. C'est la différence avec le premier schéma. On appelle ça des triangulaires. On va avoir l'exemple d'un fournisseur belge qui vend ses biens à un acheteur-revendeur français. Et cet acheteur-revendeur, qu'on appelle le middleman, va revendre ses biens à un client final, cette fois-ci en Italie, donc dans un 3e État membre. Si on applique les règles qu'on a vues dans la slide précédente, l'acheteur-revendeur devrait soit s'immatriculer en Belgique, soit en Italie pour pouvoir réaliser les opérations locales. Donc, on affecterait le transport à une des deux ventes, on exonérerait uniquement une des deux ventes et l'autre vente serait considérée comme une opération domestique taxable localement avec une obligation d'immatriculation pour l'acheteur-revendeur qui la réalise. Mais on a une réglementation issue des règles intracommunautaires et qui ont été transposées localement, donc en France, qui offre l'opportunité pour le middleman, donc l'acheteur-revendeur en France, de ne pas avoir à s'immatriculer soit dans le pays de départ des biens, soit dans le pays d'arrivée des biens, et également de faire en sorte que son achat-revente, donc les opérations qu'il réalise avec le fournisseur et le client final, soient exonérées de TVA. Donc une opération complètement neutre en termes de TVA pour l'acheteur-revendeur. En fait, on va uniquement considérer une livraison intracommunautaire entre le Belge, enfin le fournisseur en Belgique et le client final en Italie. Pour ceci, plusieurs conditions doivent être remplies. Il faut qu'on ait 3 parties identifiées dans 3 États membres différents. Donc ici la Belgique, la France et l'Italie. Le middleman, donc ici la France, ne doit surtout pas être immatriculé dans le pays d'arrivée des biens. Il peut être immatriculé dans le pays de départ des biens, mais pour cet achat-revente, donc cette triangulaire, il ne doit pas utiliser son numéro intracommunautaire en Belgique, dans le pays de départ des biens, pour réaliser ces opérations. Et puis, il faut qu'il facture son client final, bien entendu, hors taxe, mais avec une mention spécifique au triangulaire, qui est l'article 141 de la directive TVA. En plus, il doit reporter cette opération dans l'état récapitulatif avec un code régime spécifique, qui est le code régime 31, pour informer l'administration fiscale qu'une triangulaire a eu lieu. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, tout le schéma tombe, donc on revient au principe de base. On doit affecter le transport à une des deux ventes, la livraison intracommunautaire à une des deux ventes, puis l'autre sera considérée comme une opération taxable avec obligation d'immatriculation pour le middleman, soit dans le pays de départ des biens, soit d'arrivée des biens, en fonction de là où on a placé la livraison intracommunautaire. Point particulier, la simplification triangulaire n'est pas obligatoire. Alors même que les conditions sont remplies, le middleman peut y renoncer. Troisième régime qu'on retrouve assez régulièrement, c'est le régime des transferts de stock, qu'on peut appeler aussi call of stock.
Donc là, on est dans une situation où on a un fournisseur français, puisqu'on se place toujours du côté de la France, qui transfère ses biens, donc sans transfert de propriété, juste il met dans un stock dans un autre pays de l'Union européenne ses biens à destination d'un client final qui, lui, est immatriculé en Belgique, mais en fait, la vente ne va pas avoir lieu tout de suite. Il va y avoir, de manière intermédiaire, un transfert de stock avant cette vente ultérieure. Toujours si on applique les principes de détermination de la TVA classique, sans simplification, pour pouvoir réaliser une livraison intracommunautaire donc en Belgique depuis la France, puis une revente locale en Belgique, normalement, le fournisseur français devrait avoir à s'immatriculer en Belgique pour réaliser ces opérations taxables. Mais on a une simplification qui existe et qui permet en fait de considérer la première opération de transfert de biens comme une non-opération. En fait, elle va être transparente pour le fournisseur. Là, on va uniquement considérer une livraison intracommunautaire au moment du transfert de propriété avec le client final, c'est-à-dire au moment où le client final va aller piocher dans le stock qui est en Belgique. Ici aussi, on a des conditions à respecter. Il faut qu'il y ait un contrat de call of stock avec ce client final qui doit être connu à l'avance. Le transfert de stock est limité dans le temps, c'est-à-dire qu'au bout de 12 mois, si le stock n'a pas été apuré par le client final, le schéma tombe. Et puis, bien sûr, le client final doit être immatriculé dans le pays de destination des biens. On a aussi des obligations déclaratives, c'est toujours en rapport avec l'état récapitulatif. Il faut pouvoir remplir un état récapitulatif spécifique au moment et du transfert du bien et de la revente ultérieure au client final en Belgique. Ici, on a aussi une différence par rapport à la simplification triangulaire, puisque là, la simplification, elle est obligatoire dès lors que les conditions sont remplies. Le fournisseur français va devoir réaliser cette opération de transfert de stock qui est en fait neutre pour lui jusqu'au moment où il revend les biens aux clients en Belgique. Cette simplification, elle est obligatoire parce que en fait, elle permet de faciliter tous les transferts de stock qui ont lieu dans l'Union européenne, tout en évitant la démultiplication des immatriculations à la TVA pour les opérateurs qui réalisent ces transferts de stock. Ici, on voulait aborder aussi un autre régime particulier qui est un peu tendance en ce moment, c'est les flux B2C. Le principe des flux B2C, c'est en cas de vente intracommunautaire à des consommateurs finaux. Donc, pour des ventes à des consommateurs finaux dans l'Union européenne, le principe est que la TVA est due dans le pays où le client se trouve. Si le seuil de ces ventes à distance qui est dépassé, vous devez avoir l'obligation de vous immatriculer dans le pays concerné. Je rappelle que pour le seuil de ces ventes à distance, il est de 10 000 € TTC. Par contre, ce seuil, attention, il est apprécié globalement et pas pays par pays. Donc, il est effectivement rapide d'atteindre ce seuil pour pouvoir faire des ventes à distance. Si vous êtes en deçà de ce seuil, la TVA française reste applicable et vous suivez dans ces cas-là les démarches des transactions B2B. Pas de changement, ça reste que les règles applicables locales. Pas de souci là-dessus. Depuis le 1er juillet 2025, les différents États membres ont mis en place une simplification qui s'appelle le guichet unique. Il vous suffit de vous inscrire sur votre propre portail de gestion et d'impôt. Il vous suffit directement de vous connecter à votre portail des impôts. Vous déclarez trimestriellement ces ventes B2C et de payer la TVA directement au Trésor français et à la charge à l'État français de reverser la TVA dans tous les États membres pour lesquels vous avez effectué des ventes. Cette mesure de simplification permet effectivement d'éviter encore une fois la multiplication de toutes les immatriculations dans tous les pays de l'Union européenne. Donc c'est un système et une simplification qui marche très bien et qui tend à se développer. Mais ça, effectivement, ça apportera d'autres webinaires, notamment avec toutes les nouvelles réformes qui arrivent, notamment VIDA,
dans quelques années à venir. Du coup, je vais laisser la main maintenant, je pense, à Alexandra, puisque c'est la fin de notre webinaire de disposition de toutes les réglementations. Donc, à toi maintenant, Alexandra. Merci beaucoup, Manuela. Merci beaucoup, Anaïs, sur ces précieux éclairages sur la TVA et les échanges intracommunautaires qui ont été très précieux. Alors, en effet, j'ai des questions qui ont été posées dans le chat. Alors, je commence avec une première question. Bien évidemment, je vous laisse y répondre toutes les deux si vous le souhaitez, ou l'une ou l'autre. Alors, voici la première question d'un participant. Est-ce qu'une facture pro forma peut servir comme preuve pour la LIC? Je vous laisse y répondre, Manuela, Anaïs. Oui, c'est moi, pardon, j'étais encore en mute. Donc, je prends le point. Effectivement, donc on a vu que pour les livraisons intracommunautaires, ce qui était vraiment important, au-delà de respecter toutes les conditions d'exonération, c'est aussi de disposer des preuves de transport. On a une liste qui est fournie par la réglementation fiscale avec des preuves qui sont acceptables au sens de la réglementation. Et malheureusement, la proforma n'a aucune valeur fiscale et ne peut servir de preuve. Les preuves matérielles de transport, c'est par exemple le CMR, une facture du transporteur, un bon de livraison, et on peut aussi ajouter, bien sûr, cette proforma pour accompagner la documentation, vraiment sécuriser notre dossier pour pouvoir justifier de cette livraison intracommunautaire, mais en elle seule, la facture proforma ne servira pas comme justification de transport. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Anaïs. Alors, est-ce qu'on a le temps pour une deuxième question? Oui, on a le temps pour une deuxième question. Alors, je vous la pose. Comment traiter le cas où des erreurs ou retards de déclaration sont constatés? Quels sont les risques? Quels en sont les risques? Alors, je vais prendre la main dessus, effectivement, d'un point de vue plus pragmatique sur les déclarations de TVA. Donc, effectivement, si on constate, parce que on remarque bien que ça arrive malheureusement régulièrement, hein, c'est une vie d'entreprise, qu'on a des biens qu'on déclare tardivement, ou qu'on a un retard de déclaration, ou qu'on a une omission de déclaration, en tout cas. Je sensibilise tout le monde à rectifier au plus tôt les déclarations, aussi bien d'un point de vue livraison intracommunautaire ou d'un point de vue acquisition intracommunautaire. Pourquoi? Parce que en cas de contrôle ou que l'administration constate qu'il y a eu des erreurs, puisque notamment au niveau des livraisons intracommunautaires, il y a avec le lien avec les états récapitulatifs, que les États membres se font des croisements de données. Donc, si elle constate qu'il y a eu des biens qui ont été déclarés dans un de l'Union européenne et pas dans le pays de réception ou vice-versa, effectivement, l'administration est sensibilisée et dans le cas de manquement, vous avez la possibilité, bien évidemment, de corriger, bien sûr, mais si on constate que ce sont des récidives et que l'administration constate que ce sont des récidives de retard de déclaration, elle peut appliquer des pénalités. Et comme expliqué un petit peu en amont, les montants des pénalités n'est pas négligeable puisque c'est aux alentours toujours de 5% de la TVA. Je rappelle que c'est vraiment les transactions intracommunautaires, c'est vraiment quelque chose où les administrations sont très sensibles, puisque c'est un point pour lequel ils peuvent très facilement appliquer des pénalités. Très bien, merci beaucoup Manuela. Alors là, vous êtes nombreux à nous poser vos questions et encore, on vous dit un grand merci pour ça. Malheureusement, voilà, le temps s'écoule. Alors, on a vraiment le temps de répondre à une dernière question. Alors, je vous la pose, Manuela et Anaïs. Dans une vente en chaîne, si les documents de transport sont au nom du client final et pas du middleman ou du fournisseur, est-ce que ça remet en cause l'exonération ou pas? Donc je prends le point. Effectivement, en fait, comme on le disait, l'objectif quand on a une vente en chaîne, c'est de pouvoir affecter le transport et donc l'exonération de TVA à une des deux ventes. L'autre sera considérée comme une vente taxable. Et bien entendu, si on a le client final, donc l'acheteur qui réalise le transport, ça va un peu fragiliser la possibilité d'exonérer la vente qui n'est pas avec lui, puisqu'en fait la sortie de territoire va être considérée comme réalisée avec lui qui réalise le transport. Donc c'est vrai que c'est pas une situation idéale. Peut-être qu'il y a toujours possibilité, hein, il faut construire vraiment des preuves de transport assez sécurisées, mais par principe, dès lors que c'est le client final qui réalise le transport, oui, effectivement, ça va remettre en cause l'exonération de TVA.
D'accord, très bien. Merci beaucoup Anaïs. Alors ne vous inquiétez pas, on reviendra très prochainement vers vous pour répondre à l'ensemble de vos questions. Ce webinaire est maintenant terminé. Encore un grand merci à vous deux, Manuela et Anaïs, pour vos précieux éclairages tout au long de cette session. Alors le support de présentation de ce webinaire sera disponible dans la partie ressources qui se trouve juste en bas à droite de la plateforme. Et vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos webinaires de finance sur notre site internet eming.fr. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir participé et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt.